océanographe et directeur de recherche honoraire du CNRS. Il est aussi l'auteur du groupement, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, donc Bonjour, Bernard Thomassin. merci de m'accueillir. C'est très heureux. Alors, quel est l'objet de votre visite à Mayotte ? Alors, cette nouvelle mission, en fait, s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Science 2022 et puis du projet Aquamarine qui porte sur les aires marines éducatives et qui est dirigé au CUFR par ma collègue, Madame Georgetta Stoïka, qui est maître de conférence. Il s'inscrit donc, en fait, dans une mission de divulgation de la science aux jeunes générations. Pour que ces jeunes puissent aimer et de découvrir manière la science. à ce qu'aller à la rencontre des jeunes, pour leur expliquer le métier de chercheur, que c'est pas un métier facile, c'est pas un métier où on gagne de l'argent, mais bon, il faut aimer ça. Et puis leur donner envie de faire de la science, mais aussi de mieux connaître ce lagon de Mayotte et la culture mahoraise d'un point de vue général. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les Mahorais et tous les Mahorais sachent sur quoi ils vivent. Alors, vous avez rencontré aussi donc des élèves d'école primaire. Vous allez d'ailleurs faire une sortie en mer tout à l'heure avec des jeunes, si j'ai bien compris. Alors, nous étions deux dans cette mission, puisque un jeune chercheur a été aussi invité, M. Rakmamali Madi Moussa, qui est un jeune biologiste marin mahorais, qui a fait sa thèse d'ailleurs sur les poissons du lagon de Mayotte. Donc, c'était important qu'il puisse participer et transmettre son message aux jeunes. Nous avons fait des interventions dans une classe de CM2, de manière à présenter ce que c'est les grandes lignes du lagon de Mayotte, les amener sur le terrain, notamment sur la plage de Musical Plage, pour leur expliquer ce qu'est-ce qu'une plage mahoraise, comment ça fonctionne, qui vit dans le sable, parce que le sable est habité, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et puis nous les avons déjà sortis en mer, de manière à ce qu'ils voient les coraux in situ, grâce au bateau à fond de verre, le Nemo. Et là, ils ont pu découvrir la richesse de cela. Et puis, il y a eu un troisième aspect dans ce programme qui était très riche, qui a été une représentation théâtrale de la légende de l'îlot de sable blanc, de Sangatso-Olé, que tout le monde connaît, et qui a été réalisée samedi dernier donc à Bandrélé, sur la place de l'ancien foyer des jeunes, et ceci avec une classe de CM2 grâce en fait au dynamisme de Papa Fardi, qui est un conteur génial, et de Madame Noël Magdeleine, qui est la professeure des écoles, qui dirige cette classe avec brio. Voilà. Comment est-ce qu'on parle avec des enfants de la science et de questions parfois qui les touchent particulièrement, puisque, par exemple, des enfants découvrent que Mayotte est une île qui s'enfonce, et ça peut créer de l'angoisse quand ils s'imaginent que Mayotte puisse disparaître un jour et s'enfoncer dans l'eau. Alors, le problème avec les enfants, comme avec tout public qui n'est pas scientifique, il faut utiliser un langage simple. Mais on ne parle bien d'un sujet que quand on le connaît parfaitement. Excusez-moi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, en science, on ne peut pas improviser et on ne peut pas émettre des hypothèses qui ne soient pas fondées sur des faits ou des observations. Ça, c'est le principe de la science en général. Donc, parler un langage simple avec des mots simples. On n'est pas obligé d'utiliser le langage scientifique et des mots alambiqués que personne ne comprendrait. Donc, par contre, expliquer ce qu'est Mayotte, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la conférence que j'ai présentée au CUFR samedi après-midi, ce qui était une conférence grand public, c'est de présenter comment Mayotte s'est fait, comment Mayotte s'est construit, comment Mayotte est, et qu'est-ce que pourrait devenir Mayotte. Mais moi, actuellement, je m'intéresse plus aux perspectives immédiates de gérer ce lagon de Mayotte et ses récifs, qui sont un capital, et comme tout capital en banque, il faut le gérer, il faut l'améliorer et l'utiliser. Il ne faut pas uniquement le mettre sous cloche. Excusez-moi de le dire. Alors, vous connaissez très bien Mayotte, vous avez travaillé très longtemps ici à Mayotte. Alors, un volcan sous-marin a été découvert à 50 km à l'est de Mayotte. Ça a été annoncé officiellement en 2019, mais vous avez déjà émis cette hypothèse
beaucoup d'années auparavant. Qu'est-ce qui vous avait amené à ces conclusions? Ben, bon, moi, premièrement, on est venu à Mayotte à partir de 1977, 1983 surtout, et toujours en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait des géologues, il y avait des botanistes marins, il y avait des zoologistes, il y avait des hydrologistes. Voilà. Moi, j'ai travaillé en équipe et j'allais dire, c'est ce qui fait la force de travailler en équipe pluridisciplinaire. Alors, Mayotte, on a découvert que c'était une île extrêmement complexe. C'est une île volcanique. Déjà, à l'époque, on parlait du point chaud. Nous, dès 77, on a dit non, c'est un volcanique intraplaque. Le fait que Madagascar glisse très, très lentement vers le sud, c'est le fond de l'océan se craquelle, et chaque fois qu'il se craquelle, il y a une émergence de magma du fond de cet océan que j'avais cartographié d'ailleurs en 77. Donc, l'idée, c'est que à partir de 97, il y avait le projet d'usine de dessalement d'eau de mer en petite terre, devant l'endroit qui s'appelle Mtiti-Moya maintenant. Et là, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des bulles qui sortaient d'un petit cratère volcanique. On a cru, après, on a dosé que c'était du gaz carbonique, malheureusement pour Mayotte. Si ça avait été du méthane, ça aurait été formidable. Et là, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un volcanisme latent sous petite terre. Et déjà à l'époque, j'avais aux journalistes qui nous avaient interviewés, à RFO qui était venu faire une vidéo, j'avais dit, potentiellement, le volcanisme de Mayotte est encore un volcanisme jeune et il pourrait reprendre. Il s'est trouvé qu'en 2018, j'étais là au mois de juin 2018, quand on a commencé à avoir les gros séismes qui faisaient secouer toutes les pièces. Je me suis d'ailleurs rendu sur place pour voir les impacts de ces séismes sur la vasière des Badamiers et les Grands Beach Rock. Et puis, les pêcheurs de Msapéré, qui me connaissent bien et avec lesquels j'ai toujours travaillé, m'ont répété en septembre 2018 quand ils revenaient du banc du geyser ou de la Zélée, ils traversaient une zone où l'air était nauséabond, où il y avait des poissons qui flottaient en surface, et ayant cartographié ces fonds dès 1977, ayant des photos de ces fonds marins de l'époque, eh bien, qu'est-ce que vous imaginez? Des émanations de gaz, c'est évident. Des poissons qui meurent, ça veut dire qu'il y a eu soit des températures trop chaudes, soit du gaz qui les a tués. Et ça voulait dire qu'il y avait une manifestation volcanique sous-marine. Voilà. Et j'ai été interviewé à l'époque, juste avant d'ailleurs prendre l'avion, et j'ai dit oui, il y a des hypothèses. C'est une hypothèse de travail, et très probablement, parce que tout autour de Mayotte, si on regarde la carte bathymétrique qui a été levée par le Bergien, on voit des petits cônes volcaniques tout autour. Hein. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'après, nos collègues géologues et géophysiciens ont pu démontrer dès 2019 qu'il y avait maintenant un volcan, et un volcan qui, à l'époque, avait une effusion de magma énorme. C'était 80 mètres cubes seconde de magma. C'est pour ça qu'il a pu s'édifier jusqu'à 800 mètres de hauteur par rapport au fond et 5 km de diamètre. Alors cette année, le site Futura Science révélait la découverte d'une grotte sous-marine à 50 mètres de profondeur, une découverte géologique majeure pour Mayotte, on pouvait lire, mais ça aussi c'est quelque chose que vous avez déjà... C'est une chose que l'on connaissait depuis 5 ans. Mm-hmm. Sauf que quand on fait une découverte, notamment d'un site géologique magnifique, il faut savoir de quoi on parle. Mes amis plongeurs, puisqu'en fait c'est eux qui connaissent le mieux cette grotte, hein, puisque l'entrée est à 50 mètres, c'est très très dangereux, et en plus elle descend, donc il faut vraiment être des plongeurs extrêmement confirmés qui plongent au nitrox. On ne peut plus plonger à l'air à ces profondeurs. Bon, les photos qu'ils m'ont ramenées ont montré qu'il y avait dans cette grotte des stalagmites et des stalactites magnifiques. Ça voulait dire que cette grotte avait été formée pendant une période où le lagon était à sec. Parce que les Mahorais ne le savent pas, mais presque pendant 60 000 ans,
le lagon de Mayotte a été complètement à sec. Il n'y avait qu'une savane arbustive et les reliquats des barrières de 80 000 ans en bordure. Donc l'eau de pluie pénétrait à travers les couches de carbonate. Comme il y avait une cavité en dessous, l'eau, d'où les gouttelettes d'eau chargées en calcite, ont créé ces stalagmites. Mais ces stalagmites, ce sont des témoins du climat passé. Elles ont enregistré, quand elles se construisent goutte après goutte, elles enregistrent un certain nombre de paramètres climatiques. Et moi, ce que j'ai vu immédiatement, c'est la valeur que pouvaient représenter ces stalagmites, parce que si on les étudie avec les techniques d'analyse physico-chimique modernes, on peut se souvenir du climat qu'il pouvait y avoir à Mayotte il y a environ de 20 000 ans. Alors, on a fait une première datation, déjà sur un morceau de ces stalagmites mortes. Ça a donné déjà 17 000 ans, grâce à nos amis les géophysiciens allemands du Max Planck Institute. Et l'idée que nous avons, c'est d'avoir l'autorisation de prélever une ou deux de ces stalactites, de manière à ce qu'elles soient étudiées très finement par des équipes internationales en Europe, probablement en France, en Angleterre et en Allemagne. Alors, vous soutenez également, alors à Mayotte, on est confronté à une problématique de l'eau, mais vous soutenez l'hypothèse qu'il y a de l'eau courante dans le lagon, qu'il existe des rivières. Non, c'est pas ça. Non. On a démontré que dans certaines parties du lagon, il pouvait y avoir des résurgences saisonnières d'eau phréatique venant de grandes terres. Ça veut dire quoi? Par exemple, au niveau de Dzoumogné, il pleut sur toute la... Eh bien, cette eau s'infiltre par des failles dans le système volcanique. Et puis, parce que le lagon, c'est une série de millefeuilles, elles peuvent ressortir. Et c'est comme ça qu'on avait démontré qu'il y avait des sorties intermittentes d'eau entre le récif de la Prévoyante et la Grande Barrière du Nord-Est. C'est de l'eau qui pourrait être... Non, parce que premièrement, ce sont des effusions par le fond extrêmement diffus. Ça ne gêne pas la croissance corallienne à 30-35 mètres. J'y ai plongé de très nombreuses fois, et on a fait de très nombreuses analyses. Ça démontre même que certains coraux sont capables de vivre avec des teneurs en gaz carbonique supérieures à celles qu'il y a en surface. Ils se sont adaptés au milieu, c'est tout. Par contre, ce que j'ai pu voir récemment, notamment dans l'atoll d'Aros, dans les Amirantes, aux Seychelles, c'est un système qui consiste à condenser l'humidité de l'air, puisque toutes ces îles sont océaniques, il y a énormément d'humidité. À Mayotte, il y a 90% d'humidité et plus dans l'air. Le principe, c'est le climatiseur inversé, qui consiste en fait à condenser cette eau. Et là, on fabrique, avec de l'énergie photovoltaïque, on fabrique de l'eau douce complètement pure. Donc ça, c'est quelque chose que vous parlez. Non, le matériel existe. Il est fabriqué. Et le gros avantage, contrairement à une usine de dessalement d'eau de mer, créer une usine de dessalement d'eau de mer, et je connais bien le sujet puisque j'y ai travaillé là-dessus pour tout Mayotte, une usine, c'est énormément de mètres carrés. Or, vous savez très bien qu'à Mayotte, le foncier, il est rare et très cher. Donc, on ne va pas utiliser... Le principe de ces tours de condensation, c'est qu'elles occupent une surface extrêmement réduite, et ça peut être soit des tours individuelles, soit des tours pour 2-3 maisons, soit une plus grosse installation pour un quartier, mettons. Et on pourrait utiliser le lagon également pour ça. Non, le lagon, là, c'est l'eau. Non, c'est même pas le lagon. C'est l'humidité de l'air qui serait condensée. Merci beaucoup. Par contre, le lagon, on peut l'utiliser pour faire du photovoltaïque flottant. Là encore, plutôt que d'occuper des terrains à terre, on peut mettre des panneaux solaires sur des systèmes flottants. Ça existe à Abu Dhabi, ça existe dans les Grands Lacs, en Chine et tout. Donc, il faut que Mayotte s'adapte aux nouvelles technologies. Juste une toute dernière question par rapport à l'aéroport et le prolongement de la piste. Vous avez été peut-être sollicité scientifiquement sur la possibilité de la prolongation de l'aéroport et sur l'étude environnementale. Qu'est-ce que on peut dire? Alors, j'avais travaillé déjà
il y a plus de 10 ans sur ce projet, et c'est moi qui avais proposé la deuxième piste convergente au Conseil général. Je me rappelle très bien d'une séance où j'ai fait la démonstration qu'il n'était pas question de prolonger la piste sur le récif barrière de Pamandzi. On ne peut plus prolonger sur le récif. On pouvait prolonger la piste en piste convergente le long des quartiers de Pamandzi, notamment Bandra-Bassi, et jusque par le travers de la gendarmerie, parce que là, il y a une grande plateforme rocheuse dont on connaît mal d'ailleurs la structure. Il y avait une possibilité. Et je fais partie des équipes qui jugent les travaux en cours. On a repris les travaux de 2010, on retombe sur les mêmes conclusions. C'est toujours cette piste convergente numéro 2. Mais le problème, c'est que ça demande, pour prolonger cette piste, énormément de matériaux. Et où va-t-on prendre les matériaux? Point d'interrogation. Je vous laisse pour un prochain débat. Merci beaucoup Bernard Thomasin d'avoir été l'invité de Zakweli.